Bonsoir. Production locale d'électricité, autoconsommation ou vente, quel modèle va s'imposer? C'est le thème de ce nouveau rendez-vous Cégibat. Et pour en débattre à mes côtés sur ce plateau, j'accueille Didier Lafaille. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du comité de prospective de la CRE, la commission de régulation de l'énergie. À vos côtés, Thomas Damet. Bonsoir. Bonsoir. Responsable du patrimoine chez Notre Logis, un bailleur social. On fera connaissance avec lui dans quelques instants. En face de vous, Benjamin Saint-Calapierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le bureau d'études de Albedo. Et Régis Contreau, bonsoir, qui est l'expert Cégibat qui m'épaulera tout au long de cette soirée. Une précision pour celles et ceux qui ont anticipé la préparation de ce débat. Alexis Taufik de Cofeli est souffrant et par conséquent sera absent. Bonsoir également à celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube Cégibat et particulièrement celles et ceux qui se sont rassemblés dans les villes suivantes: Lyon, Grenoble, Dijon, Nice, Lille, Caen, Toulouse et Rennes. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer à ce débat via Twitter avec le hashtag débat au pluriel Cégibat. Nous prendrons les questions régulièrement au cours de ce débat. Et si vous les avez suivis depuis un certain nombre d'années, eh bien vous le savez, ce sujet de l'autoconsommation, Régis, on l'a déjà abordé il y a déjà 3 ans de cela. Et si on y revient ce soir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, notamment dans les comportements et dans la réglementation. Et oui, il y a beaucoup de nouveautés sur ce sujet de la production locale d'électricité en général. Alors c'est un petit peu comme les potagers, c'est un mouvement de fond depuis une quinzaine d'années, qui a d'abord été initié avec des moyens de production de quelques kilowatts électriques au début du XXe siècle, et notamment via l'hydraulique, et puis qui aujourd'hui est porté par la cogénération, l'éolien et le photovoltaïque. On va aujourd'hui parler de petites productions décentralisées, notamment de cogénération. C'est 2% de la production d'électricité en France, 500 installations en résidentiel et en tertiaire, 5 gigawatts électriques, production décentralisée de chaleur et d'électricité. Et puis on va parler aussi de photovoltaïque, c'est également 2% de la production d'électricité en France, avec 8 gigawatts électriques installés. Alors une fois qu'on a son installation de production, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette électricité ? C'est la question du débat. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'était principalement ce qu'on appelle des dispositifs d'obligation d'achat, où on vendait une grosse partie de son électricité sans trop se préoccuper des besoins. Il n'y avait pas forcément de corrélation entre ressources et besoins d'électricité. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même assez simple à mettre en place. Et il y a donc différents dispositifs d'obligation d'achat qui sont portés via un acteur obligé, donc en général EDF obligation d'achat, qui achète l'électricité à un prix fixé par arrêté. Alors, pour les installations de cogénération, il existe des tarifs d'achat selon différents mécanismes. Nous avons notamment ce qu'on appelle le C16, un tarif qui a été créé en 2016, et c'est un guichet ouvert où tout kilowattheure produit entre le 1er novembre et le 31 mars est vendu à un prix connu d'avance de entre 135 et 150 euros du mégawattheure. Il a permis le développement d'une centaine de projets en ce moment. Il a également le complément de rémunération appelé CR16 jusqu'à 1 mégawatt électrique, qui impose d'abord de vendre l'électricité sur le marché, le complément étant subventionné pour atteindre un tarif de l'ordre de 110 euros du mégawattheure. Concernant le photovoltaïque, les dispositifs de soutien sont très divers. On a un guichet ouvert d'obligation d'achat jusqu'à 100 kW électriques. Et ensuite, on fonctionne principalement par des mécanismes d'appel d'offres et de compléments de rémunération avec différents cas. Et puis à côté de ça est en train de naître ce qu'on appelle l'autoconsommation, qui dispose, après quelques années de concertation, d'un statut plus clair depuis l'an dernier. Alors l'autoconsommation, pour le rappeler, c'est le fait pour un producteur de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation. Elle peut être individuelle ou collective quand l'électricité est partagée entre différents consommateurs. Et c'est quand même une évolution assez importante de la réglementation. Alors, à ce jour, il y a 10 opérations d'autoconsommation collective qui sont en service, une centaine de projets en cours. Les porteurs des projets, donc ceux qui intègrent ce qu'on appelle la personne morale organisatrice, qui est nécessaire dans l'autoconsommation collective, alors, sont principalement des collectivités locales, des bailleurs, des SCI, voire des fournisseurs. Et ce sont majoritairement des installations photovoltaïques, mais quelques opérations commencent à inclure de la cogénération. Nous y reviendrons évidemment tout au long de ce débat. Alors, avant de parler du nombre de projets qui vont sortir de terre avec vous, Didier Lafaille, revenons quelques instants en arrière sur ce que vient de dire Régis Contreau sur la loi
qui a changé parce que les comportements ont changé, parce que le consommateur est en train d'évoluer. Tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir un cadre législatif et réglementaire. La loi de transition énergétique par la croissance verte de 2015 a permis au gouvernement de prendre une ordonnance pour définir ce que c'est, comme Régis l'a dit, les opérations d'autoconsommation individuelle et les opérations d'autoconsommation collective. En 2016, publication de l'ordonnance, 2017, ratification de l'ordonnance, puis en 2017, un décret d'application qui va accompagner les opérations d'autoconsommation. Donc toute la partie législative et réglementaire est derrière nous. Alors, pourquoi aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une volonté politique d'accompagner l'autoconsommation? Tout simplement, c'est que vous avez plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est le prix de ces installations de production d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, photovoltaïque, mais également au niveau de la cogénération. On a une baisse du prix, du coût de ces installations. Donc, installation plus accessible. Tout à fait. Deuxième phénomène, c'est une volonté des citoyens de favoriser les circuits courts. Alors, ces circuits courts, ils étaient déjà favorisés dans l'agroalimentaire. Lorsqu'on allait faire nos courses, on voyait qu'on allait favoriser le petit producteur du coin parce qu'on estimait qu'il y avait moins de transport, on va le favoriser. En matière énergétique, c'est pareil. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les citoyens veulent favoriser la production locale. Donc la combinaison de la baisse de ces installations de production, plus le fait de favoriser ce qui est produit localement, fait qu'on va s'orienter de plus en plus vers ces opérations d'autoconsommation. Donc on voit qu'aujourd'hui, le consommateur qui avait l'habitude de vendre cette électricité à un acteur obligé, voire sur les marchés, va consommer ce qu'il produit. Néanmoins, 10 opérations qui tournent aujourd'hui et une centaine prévues, si je me fais l'avocat du diable, ça paraît très très peu. Alors, à l'échelle du territoire français. Tout à fait. Alors, c'est vrai pour les installations d'autoconsommation collective, c'est peut-être moins vrai pour les installations d'autoconsommation individuelle. En matière d'autoconsommation individuelle, à fin 2018, on avait à peu près 39 000 installations sur 410 000 raccordées au réseau de distribution. Mais par contre, on voit qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Les choses évoluent. En 2017, on avait 90% des installations de production qui étaient raccordées pour de la vente en totalité à un acheteur obligé. Fin 2017, on passe à 50% qui sont en vente obligée à des opérations d'autoconsommation. Fin 2018, on bascule, on a plus de 90% d'aujourd'hui d'opérations d'autoconsommation et non pas de la vente en totalité. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plutôt une volonté d'aller vers l'autoconsommation individuelle. Pourquoi ça ne se développe pas, excusez-moi, sur l'autoconsommation collective? C'est parce qu'on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des règles qui peuvent apparaître compliquées, donc il faut s'approprier ces règles. Une fois que les règles seront connues et reconnues, seront utilisées, je pense qu'il sera beaucoup plus facile de développer des opérations d'autoconsommation collective. Thomas Damet, alors avant de savoir si vous êtes au début de l'histoire, 2 mots sur notre logis, bailleur social du Nord, en quelques mots. Alors notre logis, en quelques mots, en quelques chiffres, nous sommes un bailleur social membre d'Action Logement. Nous sommes basés sur la métropole européenne de Lille. Nous avons à peu près 5500 logements, répartis à peu près 60% collectifs et 40% individuels. Et nous sommes 80 collaborateurs et l'ensemble de notre patrimoine se trouve sur la métropole européenne de Lille. Alors vous êtes au début de l'histoire sur l'autoconsommation. Vous avez pris en main ce sujet quand? Oui, alors on l'a pris en main, on y est arrivé par l'individuel. Pour répondre à la réglementation thermique 2012, où c'était la solution qui nous paraissait la plus pertinente, où là on reste sur des consommations, des productions assez faibles. On est sur le talon de consommation, on est à peu près en général sur 500 watts crête. Et naturellement, après, c'est vrai qu'on, dans le cadre de programmes exemplaires sur la construction neuve, en collectif, on pense que l'autoconsommation collective va être une manière d'aller plus loin, notamment sur un de nos projets dont on pourra reparler, où on a une volonté d'aller très loin dans la performance. Et une fois qu'on a beaucoup travaillé sur le bâti, il faut travailler sur la production d'énergie et sa répartition. Qu'est-ce qui vous anime dans cette démarche d'autoconsommation?
Ce qui nous anime aussi, c'est de penser que même si le modèle économique est difficile à trouver aujourd'hui, dans l'avenir, cette autoconsommation a du sens. Et aussi en termes, pas que de modèle économique, vous l'avez signalé, on revient de plus en plus à une production, à une consommation locale. Et je pense que le secteur de l'énergie ne se rentrera dans ce cadre aussi. Benjamin Saint-Calin-Pierre, donc du bureau d'études Albedo, vous êtes basé à Chambéry, pas très loin d'un institut plutôt orienté sur le solaire. L'autoconsommation dans un bureau d'études comme le vôtre, vous êtes combien d'ailleurs? C'est un petit bureau d'études, sans être péjoratif. On est 5-6 personnes à peu près dans ce bureau d'études. C'est un sujet d'ingénieurs. Oui, c'est un bureau d'études donc relativement restreint, mais vous avez pris l'autoconsommation en charge quand? C'est un sujet qui remonte chez nous à 5 ans, je dirais à peu près. C'est vrai que notre métier, c'est de concevoir des bâtiments en basse consommation, qui aujourd'hui de plus en plus sont producteurs d'énergie, qui limitent leur empreinte carbone. C'est aussi de suivre ces bâtiments dans la durée, donc c'est de mesurer les consommations et surtout de les analyser. Donc c'est assez naturellement qu'on s'est intéressé à ces phénomènes d'autoconsommation parce qu'on a été challengé tout simplement par des partenaires développeurs sur comment dimensionner des projets en autoconsommation, puisque là, il faut faire le lien entre consommation, trouver la bonne dimension de la centrale solaire, suffisamment de puissance pour qu'on couvre une partie intéressante des consommations, mais pas trop non plus pour limiter les injections sur le réseau. Donc c'est un peu naturellement qu'on y est venu, et aujourd'hui on assiste à un développement, à des expérimentations de bâtiments positifs, à énergie positive, ou en tout cas qui tendent à l'être. Et une fois qu'on a rendu ces bâtiments producteurs d'énergie, se pose la question de la valorisation. Et effectivement, l'autoconsommation et autoconsommation collective, c'est un bon moyen aujourd'hui pour impliquer les usagers de ces bâtiments dans la consommation solaire, par exemple. D'après les chiffres fournis par Régis Contreau ou confirmés par Didier Lafaille, vous sentez ce frémissement? On est une centaine de projets. Est-ce que ça se ressent dans l'activité au quotidien? Alors c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose, par exemple avec nos clients bailleurs sociaux, qui trouvent des moyens de financer des bâtiments performants avec des centrales solaires. Et la question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce que je fais de cette énergie finalement? Est-ce que je dois la revendre au réseau et puis toucher une rente et puis intégrer cette rente dans les charges? Ou est-ce que je ne peux pas trouver quelque chose de plus intéressant pour mes locataires, c'est-à-dire arriver à affecter directement cette énergie solaire sur leur facture d'énergie, faire diminuer leur facture d'énergie grâce à l'énergie qui est produite sur le toit? Donc c'est effectivement des questions qu'on nous pose de plus en plus dans les projets de construction, notamment de logements, sur les zones tertiaires ou autres. Est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre quand on est bureau d'études? Est-ce que ça demande un déferlement de ménage, de réflexion pour mettre en place? C'est vrai, comme vous le disiez, on est au début de l'histoire, donc ça demande de rentrer dans le cadre, de comprendre les mécanismes. Alors ces mécanismes, ils ont le mérite d'exister, et reconnaissons ça. Enedis a mis en place des procédures pour se lancer dans ces opérations qui sont tout à fait claires. Alors les points d'entrée sont les mêmes points d'entrée que d'habitude. Il faut se raccorder en termes de consommateurs, il faut se raccorder côté producteur, et après il faut aller voir quelqu'un qui va chapeauter un peu ces raccordements, production, consommation, pour faire le lien et mettre tout le monde dans cette fameuse personne morale. Ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, alors je ne suis pas juriste, mais j'observe, c'est la création de cette personne morale. Peut-être que M. Damet pourrait témoigner. Il y a des cas où les personnes morales existent déjà, une copropriété, une association syndicale, un club d'entreprise par exemple. Il y a des cas comme ceux des bailleurs où le bailleur ne peut pas se déclarer comme personne morale auprès d'Enedis, et donc il faut imaginer créer une structure supplémentaire qui viendra chapeauter ces opérations. Et c'est là, j'ai l'impression qu'on va devoir dépenser beaucoup de temps et d'énergie, c'est un peu le cas de le dire, pour créer ces personnes morales, et on va peut-être passer un petit peu moins de temps sur le vrai sujet qui est la répartition de l'énergie par exemple entre les locataires. Alors, je vous propose justement d'entendre la façon dont le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité gère justement les opérations d'autoconsommation collective, et c'est avec Corinne Sors. Un porteur de projet qui souhaite mettre en place une opération, il va sur le site Enedis et il a à disposition une carte qui, en fonction du département qu'il va sélectionner, va lui indiquer quelle est l'adresse à laquelle il doit formuler sa demande. Ensuite, avec lui, on va vérifier les prérequis qui concernent l'aspect gestion du réseau. Donc on va vérifier avec lui si le périmètre de son opération est conforme à ce qui est prévu dans la loi. Et on va aussi vérifier avec lui si ces consommateurs et les producteurs ont un compteur communicant, puisqu'il faut qu'il y ait un compteur communicant pour qu'on puisse relever des courbes de charge. Et puis ensuite, on va être dans la partie mise en œuvre de l'opération, où là, tous les mois, on va réaliser un certain nombre de calculs et lui mettre à disposition des données pour qu'il puisse gérer
son opération d'autoconsommation collective. Nous fournissons les données pour qu'ils puissent faire chaque mois un bilan et donc soit inciter les consommateurs à consommer quand ça produit, soit en mettant des systèmes de pilotage d'un usage. Les consommateurs, eux, sont raccordés classiquement au réseau. Si on prend la partie production, eh bien, elle est raccordée de la même façon classiquement au réseau. Elle a un compteur standard, donc compteur Linky par exemple, et ensuite c'est le producteur qui finalement fait le choix de la manière dont il va valoriser sa production. Soit il vend la totalité de sa production, ou il partage la totalité de la production au sein de l'opération. On est majoritairement sur de la production photovoltaïque, mais on a commencé à avoir des échanges avec des porteurs de projets qui travaillent avec des projets autour d'une micro-cogénération, notamment quand il va s'agir de remplacer des chaudières fuel par des chaudières gaz. Donc du coup, ils s'interrogent à l'occasion de ces remplacements sur eh bien, en profiter aussi pour se lancer dans de l'autoconsommation collective. Thomas Damet, est-ce que c'est si compliqué que ça? Votre voisin d'en face, Benjamin Saint-Calapierre, parlait de quelques difficultés pour monter les dossiers, notamment pour déclarer la personne morale organisatrice. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors nous, sur le dossier dont je parlais tout à l'heure dans le neuf, on est encore en amont. Mais en tout cas, ce qu'on constate pour le moment, c'est qu'en région, on a des équipes chez Enedis dédiées et des personnes qui ont envie d'avancer avec nous, qui sont disponibles, qui sont compétentes. Et bien évidemment, on n'est pas encore rentré dans le dur, dans vraiment le dépôt de cette association. Enfin, ça dépend du modèle juridique qu'on choisira. Mais en tout cas, on a pour l'instant des interlocuteurs qui sont vraiment à notre écoute. Et avec qui on travaille. Et vous vous faites accompagner aussi par un bureau d'études type Albedo, vous vous faites suivre, conseiller? Alors là, c'est sur le projet de ce bâtiment collectif de 15 logements sur la commune de Bézieux. On se fait accompagner c'est essentiellement le bureau d'études thermiques qui nous a notamment parlé de cette solution, qui nous accompagne. Et puis après, sur d'autres programmes, oui, parfois on a des AMO aussi qui nous aident. Didier Lafaille, on parle d'ouverture des marchés, on parle d'un peu plus de liberté pour les consommateurs producteurs. Néanmoins, on est toujours obligé de passer par Enedis qui est au cœur du dispositif. Alors, on vient de le voir dans la vidéo, on a voulu, du moins le pouvoir législatif a souhaité confier à Enedis, qui a des missions de service public, le soin de gérer ce qu'on appelle les clés de répartition dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective. Qu'est-ce que c'est que ces clés de répartition? C'est le fait d'affecter là où les productions à un ou plusieurs consommateurs. C'est le tiers de confiance. C'est lui qui va répartir cette production sur un ou plusieurs consommateurs en fonction des choix de la PMO. Premièrement, le législateur n'a pas souhaité, je dirais, définir qui devait être cette PMO. Aujourd'hui, le dispositif est complètement ouvert. Vous l'avez dit, ça peut être un syndicat de copropriété, mais ça peut être un particulier, ça peut être une association, loi 1901, ça peut être n'importe qui peut être PMO. Donc le dispositif est ouvert. Alors c'est vrai, en fonction du type d'acteur, Enedis, ça peut être des difficultés aujourd'hui pour traiter un particulier par rapport à un professionnel. Ça, c'est des choses qui devront évoluer. Donc ça, c'est la première chose, c'est de confier à un acteur, un tiers de confiance, ces clés de répartition. Ce qu'a fait la loi, ou ce que n'a pas fait la loi, c'est de définir comment on allait justement définir ces clés de répartition. À savoir, est-ce que ces clés de répartition devaient être définies ex ante, donc avant le temps réel, ou ex post, après le temps réel. Un exemple, avant le temps réel, je définis au prorata de la consommation de chacun, je définis au prorata de l'investissement de chaque consommateur, ou sur d'autres dispositifs, et après j'ai la possibilité de faire évoluer. Ex post, je prends en compte les consommations, il y a quelqu'un qui est en vacances, je réaffecte cette production ex post parce que j'ai appris par la suite qu'il était en vacances. Donc aujourd'hui, tout est ouvert, mais on voit bien que le fait d'ouvrir, il va falloir mettre en place les outils pour pouvoir définir ces coefficients ex post ou ex ante. Et ça, c'est le rôle d'Enedis, de le faire en fonction des projets qui arrivent. Alors, il y a 10 projets. Aujourd'hui, ils le font plutôt manuellement, mais il va falloir automatiser ces procédés. Thomas Damet. Oui, juste pour apporter un complément et notamment revenir sur cette clé de répartition. C'est vrai que nous, on cherche aussi des partenaires, et dans les partenaires, notamment notre fournisseur d'énergie pour les parties communes, qui s'appelle la société Planète Oui, on essaie de travailler avec eux pour voir s'ils ne peuvent pas être aussi ce partenaire qui va nous aider et faire la relation entre Enedis
et nous et les consommateurs dans le cadre de cette personne morale organisatrice, pour notamment peut-être faire des clés de répartition dynamiques. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément notre métier et on cherche des partenaires. Régis Contreau. Ouais, alors cette clé de répartition dynamique, elle est intéressante parce qu'elle permet de répartir un peu plus facilement. C'est là qu'on entend un petit peu parler de blockchain des fois et du coup de créer ce nouveau tiers de confiance en plus d'Enedis pour essayer d'un peu mieux répartir l'électricité qui va être produite localement. Certains y font appel, d'autres non. C'est vraiment un Quel débat, intérêt un débat. Ben voilà, c'est un peu la question. Mais peut-être que Benjamin, tu pourras mieux y répondre que moi là-dessus. Benjamin Oui, Sakalabière, alors, quel intérêt de cette fameuse blockchain dans... Alors, je ne suis pas informaticien non plus, donc je ne pourrais pas vous dire toutes les subtilités de la blockchain. Mais ce que j'en ai compris, c'est que ça permet, oui, finalement, de rajouter un réseau de communication par-dessus le réseau Enedis et puis de rassembler ces données, mais de manière décentralisée. Alors que Enedis va centraliser les données. C'est un peu la même chose que énergie centralisée, énergie décentralisée. Alors après, c'est un peu faut pas se cacher, les applications à la mode en ce moment. Est-ce que c'est nécessaire? La blockchain, c'est pas nécessaire pour faire des clés de répartition dynamique sur les opérations d'autoconsommation collective. Donc il faut que les gens ne prennent pas peur, mais c'est des nouveaux outils qu'il faut tester éventuellement sur des projets d'autoconsommation. Enedis fournit, on peut avoir accès au réseau d'information Enedis pour avoir toutes les données nécessaires au calcul des clés de répartition. Didier Lafaille. Oui, alors c'est pas parce que demain on utilisera des outils comme la blockchain, qui sont certainement performants pour gérer les clés dynamiques, on sera obligé d'utiliser Enedis. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un complément de fourniture, et qui va calculer ce complément de fourniture? Ça sera Enedis. Régis Contreau, pourquoi, au fait, GRDF s'intéresse à ce sujet de l'autoconsommation? Oui, c'est une vraie question, on nous la pose souvent, parce que en tant que gestionnaire du réseau de distribution de gaz, ce n'est pas notre domaine naturel. Alors on s'y intéresse pour plusieurs raisons. Parce que déjà, autoconsommation et autonomie, pour nous, ce sont des réseaux qui sont déjà mieux utilisés. Plus d'autoconsommation, c'est plus de production locale, plus de photovoltaïque, très poussé aujourd'hui en France et qui se couple très bien avec les solutions gaz. C'est également plus de cogénération, soit de modules de cogénération à moteur ou de piles à combustible, plutôt pour la maison individuelle. C'est aussi pour nous des réseaux d'énergie, électricité comme gaz, qui deviennent indispensables, puisqu'ils permettent de lier les différents moyens de production et de consommation avec une plus grande variabilité dans les flux. Et donc, ça devient un petit peu, finalement, j'aime bien utiliser l'image, pour ceux qui la connaissent, des rhizomes, des champignons, avec les arbres qui communiquent les uns les autres via ces rhizomes. Et pour moi, les réseaux, c'est un petit peu ça. Et enfin, c'est des réseaux qui sont mieux approvisionnés. Côté gaz, on utilise notamment, on essaye de développer notamment le biométhane, voire le power to gaz à l'avenir, pour avoir des gaz qui viendront de plus en plus verts. Alors vous pouvez poser vos questions pour suivre ce débat et surtout y participer avec le hashtag sur Twitter débat au pluriel CJBAT. Et nous avons déjà 2 tweets pour vous, messieurs. Je vais le découvrir en même temps que vous. Le référentiel le plus c'est moins qui pénalise l'exportation d'électricité n'est-il pas un des futurs moteurs de l'autoconsommation de demain, si cela est repris dans la future RE 2020? Donc c'est Cornillon Pro qui nous pose cette question. Qui la prend? Benjamin Cinquin, Lapierre. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'autoconsommation, elle est un petit peu encouragée, mais ce qu'encourage surtout le moteur de calcul, le plus c'est moins, ou RE 2020, c'est de produire localement l'énergie en même temps qu'elle est consommée. Donc il ne faut pas non plus dire que c'est un frein à la production ou qu'on n'arrivera pas, si on veut se mettre dans le schéma de revente classique, qu'on n'arrivera pas à revendre. Mais c'est vrai que le moteur de calcul tel qu'il est fait aujourd'hui, il a tendance à encourager et à calculer la consommation l'autoconsommation de manière dynamique sur les futurs bâtiments. Enfin, en tout cas, le futur de la RT 2012. Quoi. Un autre rapport, un autre avis sur cette question? Non, mais je pense que c'est très intéressant. C'est que demain, il faut bien aller vers des bâtiments RE 2020, réglementation énergétique environnementale de 2020, mais surtout en favorisant ou en allant vers des aspects puissance et non pas des aspects énergie comme on l'a toujours fait, où on considérait que le bâtiment était une énergie positive sur une année. Mais sur une année, il va consommer, il va soutirer, il va injecter. Demain, il faut avoir une vision puissance, c'est-à-dire en instant T, est-ce que je soutire ou est-ce que j'injecte? Et j'essaye d'avoir un bâtiment autonome d'un point de vue énergétique. C'est tout l'enjeu, c'est de passer d'un mode énergie à un mode puissance. Benjamin Cinquin-Lapierre. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on dimensionne une centrale solaire sur un bâtiment, on ne se pose pas trop la question de la consommation. On regarde la surface de toiture disponible, on regarde les points qu'on va gagner pour obtenir un label ou pour passer la RT 2012, et puis on regarde dans quel créneau de puissance on se trouve pour bénéficier des tarifs d'achat. Donc ça demande de repenser effectivement
le dimensionnement de ces centrales et qui deviennent vraiment intéressantes en apportant de l'énergie aux consommateurs qui sont sous les centrales solaires. Avant de passer au deuxième tweet, Régis. Oui, c'était simplement pour compléter. Cette problématique de puissance est essentiellement liée au vecteur électricité qui, comme on le sait bien, très difficilement stockable et pas stockable sous sa forme originelle. Et donc, du coup, on a besoin de passer aux aspects puissants, surtout les aspects thermiques. C'est quand même moins problématique, mais de manière générale, moi, je suis assez en phase sur le fait que la RE 2020 va pousser à l'autoconsommation et donc devrait y avoir un lien. Mais pour l'instant, c'est quand même des choses qui sont encore décorrélées. C'est-à-dire qu'il y a le moteur de calcul d'un côté, la façon dont on valorise en vrai de l'autre côté, et donc il n'y a pas encore de lien, mais peut-être qu'il va se créer avec le temps. Deuxième tweet, toujours sur le hashtag débat Cegibat. C'est Jean-François qui vous pose cette question. A-t-on un risque sur la fin du tarif de rachat du photovoltaïque? Dans ce cas, que se passera-t-il? J'ai l'impression, Didier Lafaye, que ça pourrait être pour vous, cette question. Alors déjà, ce n'est pas la Commission de régulation de l'énergie qui définit les tarifs. Vous les soufflez. Non, on donne un avis. Voilà, pardon. Le ministre fait ce qu'il veut de cet Bien avis. sûr. Est-ce que demain, on va vers une fin des tarifs de soutien à certaines énergies? À titre personnel, je dirais oui. Est-ce que demain, on aura besoin d'un tarif pour accompagner le photovoltaïque domestique? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est dans certaines régions très ensoleillées, plus intéressant de consommer cette production que de la vendre à un tarif d'achat. Donc on peut penser qu'un jour ou l'autre, ce tarif va disparaître. Il faut rappeler que ces tarifs ont été mis en place pour soutenir une filière. Si on s'aperçoit qu'il n'y a plus besoin de soutenir de cette filière, il n'y a plus besoin de tarifs. La réponse est claire en tous les cas. Alors je vous propose après cette première partie assez haute en point de vue et politique générale plutôt orientée donc de façon globale, de prendre un peu le contact avec le terrain et je vous emmène à Châteauneuf, qui n'est pas Châteauneuf-les-Papes mais Châteauneuf dans les Alpes-Maritimes, 3000 habitants au dernier recensement. Niché sur les hauteurs de l'arrière-pays niçois, le complexe multi-activités de la commune de Châteauneuf tend vers l'excellence énergétique. Ce projet communal place la maîtrise des dépenses liées à l'énergie au cœur de la politique territoriale. Le Plantier se démarque par ses équipements innovants et son utilisation rationnelle de l'énergie. On a tout concentré notre activité sur l'isolation bioclimatique du bâtiment. Toiture végétalisée, isolation extérieure, phonique. GRDF a dimensionné la partie chauffage et c'est là qu'est rentrée l'idée de cogénérer, de produire de l'énergie et d'utiliser l'énergie fatale de la cuisine, de tous les compresseurs pour produire l'eau chaude sanitaire. Le complexe intègre un réfectoire, un dojo de 400 m² et une salle de yoga de 130 m². Couplé à une chaudière d'appoint, une micro-cogénération de 5 kW électrique fournit à partir de gaz renouvelable une part des besoins en chaleur et électricité du site en autoconsommation. Des récupérateurs d'énergie sur les groupes froids fournissent près de 60% de l'ECS et des CTA double flux récupèrent 90% de la chaleur contenue dans l'air extrait. Après une année d'exploitation, le maire s'est inspiré de ce bâtiment comme point de départ d'une opération plus globale à l'échelle du territoire en autoconsommation. Quand on a travaillé sur le transport d'énergie et sur nos propres bâtiments, on a compris qu'il valait mieux utiliser l'énergie au plus près de là où elle était produite. Le territoire, c'est 900 hectares, un tiers d'espace naturel, un tiers de zones agricoles, un tiers d'urbanisation. Donc on a certainement des capacités sur ce territoire à développer des projets. Donc la réflexion était comment on peut produire l'énergie sur place et l'utiliser sur place. Donc l'autoconsommation était naturelle. La municipalité a donc imaginé un modèle évolutif et multitechnologie. La référence du Plantier, point de départ de l'opération, a vocation à se dupliquer dans la commune. Les chaudières des bâtiments publics seraient remplacées par des modules de cogénération. Des panneaux photovoltaïques viendraient équiper leurs toitures, mais aussi des parkings et plusieurs serres agricoles. Tous ces points de production d'électricité contribueront à la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective à laquelle pourront participer des habitants et des entreprises locales. Un volet méthanisation est également à l'étude, avec une production estimée entre 10 et 15 000 MWh annuels de gaz renouvelable et de bio-GNV, pouvant couvrir des besoins à échelle régionale. Dans la mise en place de son projet, la mairie a sollicité GRDF, une collaboration qui a inspiré et confirmé le plan d'autonomie gazière. GRDF apporte comme compétence celle de l'ingénieur efficacité énergétique, celle de la délégation technique nationale associée au centre de recherche,
pour l'expertise et la profondeur globale d'analyse sur l'autoconsommation collective. Et enfin, celle des conseillers aménagement, qui eux sont au contact des bâtisseurs, des aménageurs du territoire. Pour monter ce projet évolutif en autoconsommation collective, les élus se sont appuyés sur l'expertise du bureau d'études Texol, spécialisé dans l'énergie solaire. On accompagne le maître d'ouvrage à toutes les étapes de son projet. Il y a toute une partie technique, une partie économique également, et puis un volet juridique d'accompagnement au montage du projet pour bien comprendre d'abord ce qu'est une personne morale organisatrice, comment les acteurs vont interagir entre eux, qui fait quoi entre le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, entre la PMO, les consommateurs, les producteurs et les acteurs plus périphériques, acheteurs du surplus, responsables d'équilibre, fournisseurs d'électricité réseau. Naviguer là-dedans demande à un maître d'ouvrage d'être accompagné. Créer et pérenniser une dynamique locale dans le modèle énergétique du territoire est un sujet amené à devenir de plus en plus central pour les collectivités. Je rappelle, vous pouvez poser vos questions sur Twitter via le hashtag débat Cegibat, débat au pluriel. Et je précise également que l'ensemble des questions qui seront posées via ce média seront traitées, même si elles ne passent pas à l'antenne par manque de temps. Revenons sur Châteauneuf avec vous, Régis, sur cet exemple. Ce bel exemple, c'est plus facile parce qu'évidemment, il y a une impulsion de la municipalité, donc il y a une logique territoriale plus facile à mettre en œuvre. Bah oui, elle est portée par le maire, Emmanuel Delmotte, que je salue et qu'on a pu voir dans cette vidéo, qui avait dans son programme l'autonomie énergétique et alimentaire au niveau de son village. Alors on part du bâtiment performant, on a vu le plantier avec une cogénération, un système et un bâtiment, on récupère toute l'énergie qu'on peut, qui est très efficace, très sobre en énergie, vers une opération d'autoconsommation collective entre des bâtiments publics, donc la mairie est en même temps productrice et consommatrice, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est multi-technologie, on a du photovoltaïque et de la cogénération alimentée sur le territoire par un méthaniseur qui va permettre de fournir du gaz vert pour la commune. Didier Lafaille, ce qui vous plaît dans ce reportage, c'est que tout n'est pas à base de photovoltaïque et qu'il y a un petit peu de cogénération dans le projet. Non, on voit tout l'intérêt d'une installation de cogénération, contrairement au photovoltaïque, mais on peut aussi parler de l'éolien, du petit éolien ou autre, c'est que la cogénération est pilotable, elle est commandable. Le photovoltaïque est par nature variable, intermittent, va dépendre de l'ensoleillement. Mais on est sûr, c'est que le photovoltaïque, il ne produit pas la nuit. Et c'est vrai que le soir ou la nuit, on peut avoir besoin de production. Et tout l'intérêt de cette consommation, d'autoconsommation à partir de la cogénération, c'est qu'elle peut être utilisée dans la journée, même voire réduite, mais elle peut surtout être utilisée en soirée. Dans le cas d'une installation photovoltaïque, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Si je produis et je ne suis pas présent, ça veut dire qu'il va falloir que je revende, que j'injecte ce surplus sur le réseau et que je trouve un acheteur. Ou soit, l'autre possibilité, c'est de déplacer les consommations, de déplacer l'usage que je fais d'électricité. Ce n'est pas toujours facile de déplacer les consommations. Donc, qu'est-ce qu'on entrevoit pour accompagner le photovoltaïque? C'est le stockage d'énergie et notamment le stockage par batterie. Mais là, on va surenchérir, on va rajouter un coût supplémentaire parce qu'on n'est pas capable de déplacer les consommations. Alors, vous allez me dire, ça dépend du type de consommateur. Dans le tertiaire, où on travaille dans la journée, là, il y a certainement un intérêt d'utiliser du photovoltaïque. J'allais vous le dire. Sauf que, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe le week-end? Les gens ne travaillent pas le week-end, ou très peu. À ce moment-là, il faut trouver un autre débouché. Et là, on voit l'intérêt de mixer le type d'utilisateur dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, où on a du tertiaire qui consomme en semaine et des consommateurs domestiques qui pourraient consommer ou qui vont consommer le week-end. Donc voilà l'intérêt d'aller vers des opérations d'autoconsommation collective. Thomas Damet, de notre logis, votre intérêt, c'est aussi l'intérêt du locataire et de l'usager du logement pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins à payer et de minimiser les charges qui peuvent être liées à l'énergie ou à d'autres factures. Tout à fait. Et pour illustrer ça, je vais peut-être vous présenter un projet de réhabilitation que l'on a dans le cadre de la démarche Energy Sprong,
qui est un programme européen qui a pour volonté d'étendre des réhabilitations très ambitieuses d'un point de vue énergétique et qui ont pour objectif de produire autant d'énergie qu'on en consomme. Mais pas forcément de l'autoconsommer intégralement, ne pas forcément être en autarcie, mais en tout cas d'être à coût, à charge maîtrisé pour nos locataires. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous anime. Et puis aussi, ce qui nous anime, c'est aussi simplement de participer à la transition énergétique aussi. C'est plus facile en bâtiment neuf, évidemment, que dans le domaine de la réhabilitation, je suppose. Bien sûr, oui, c'est plus simple. Et pour le dimensionnement, c'est vrai que c'est quand même... on crée directement la chose et on peut faire en fonction d'eux. Pour les réhabilitations, c'est un peu plus compliqué. Et sur le neuf, donc le projet dont je parlais, là, on vient vraiment dimensionner pour maximiser l'autoconsommation et être au-dessus des 70% d'autoconsommation. Donc ça, c'est le projet de Bézieux, c'est ça? C'est ça. C'est un seul bâtiment? C'est un seul bâtiment et pour l'instant, on raisonne, on a une approche assez empirique, on se fait notre avis à travers ce programme. Mais demain, on pourrait aussi étendre, comme vous l'avez dit, l'intérêt, c'est de mutualiser si on est sur du photovoltaïque. Dans l'habitat, en général, on produit au moment où on ne consomme pas. Et donc, si autour, il y a des entreprises, des commerces, il y a un vrai intérêt après à mutualiser. Régis Contreau, je vois que vous souhaitez intervenir. Oui, j'aurais aimé intervenir. Alors, deux réactions. Une première vis-à-vis du stockage. Effectivement, on sent qu'il y a cette problématique du stockage d'électricité qui réapparaît là. Alors, il faut voir quand même l'opération d'autoconsommation collective, comme elle permet d'avoir plus de consommation, devrait quand même limiter, je pense, le recours au stockage. Et puis, deuxième réaction, c'est vrai qu'on voit beaucoup les bailleurs sur ces opérations d'autoconso collective. On a vu dans le reportage, c'est un territoire, ça peut se faire effectivement à l'échelle d'un bâtiment, d'un immeuble. Et les bailleurs, comme ils ont la main et un contact direct avec le locataire, ça nous semble plus facile à mettre en œuvre qu'une copropriété où là, il faut aller voir le conseil syndical, etc. On sent que c'est un petit peu plus complexe. Mais les bailleurs sont clairement un acteur intéressant de l'autoconsommation collective. Chez RDF prescrit 2 techniques de production en termes d'autoconsommation. J'en ai parlé. Effectivement, il y a la cogénération, production de chaleur et d'électricité, et le photovoltaïque qu'on commence à prescrire également, couplé avec des solutions gaz. Benjamin Saint-Calapierre, quelles sont les typologies des projets sur lesquels vous travaillez? Le tout premier projet d'autoconsommation était un projet plutôt typé individuel, même si c'était un site touristique qui accueille du public. Mais maintenant, quelles sont la sociologie, la typologie des sujets sur lesquels vous intervenez? C'est vrai que sur l'autoconsommation collective, les projets qui émergent aujourd'hui, c'est ceux qui sont portés par des bailleurs, par des collectivités, par des entités en tout cas qui sont capables de mobiliser et puis d'aller chercher des subventions ou de mobiliser des fonds propres. En tout cas, il faut trouver des sous quelque part. C'est assez trivial comme remarque. Seul, ça ne tient pas. Le projet économiquement on a du mal à le faire tenir. En fait, l'autoconsommation collective, du fait qu'on s'engage dans ces opérations, on sort des dispositifs de soutien actuels dont parlait M. Lafeuille tout à l'heure. Il n'y a pas de subvention sur l'éventuelle énergie qui est injectée dans le réseau, donc elle est revendue au prix qu'on veut bien nous l'acheter par un fournisseur par exemple. Il n'y a pas non plus, comme pour les autoconsommateurs individuels, de soutien à l'investissement. Et donc finalement, ces opérations, le solaire ne peut être que subventionné que par des opérations extérieures. Soit on fait des bâtiments exemplaires et on réussit à l'intégrer dans le coût du projet, soit on trouve des gens qui sont motivés pour nous aider ou en tout cas qui ont envie d'avancer. Parce que l'idée de l'économie, c'est que l'énergie solaire, même si elle est bon marché par rapport à quelques années auparavant, elle est quand même plus chère que l'énergie qu'on va trouver sur les marchés. Et donc, si on veut la vendre à son vrai prix aux locataires, les locataires ils vont se retrouver avec des factures qui vont monter. Justement, quelle est la motivation de ces clients que vous suivez? Est-ce que c'est une motivation philosophique, politique, purement économique? Alors, la motivation, c'est de faire baisser factuellement les charges pour un bailleur, par exemple, de ses locataires. Pour ça, en fait, les bailleurs, souvent, ils vont choisir pour l'instant d'offrir les kilowattheures solaires à leurs locataires. Parce que dans le prix du kilowattheure, il y a bien sûr le prix de l'énergie, mais il y a aussi le prix du transport sur le réseau. Les kilowattheures solaires, dans le cadre de l'autoconsommation collective, ils passent par le réseau, même un tout petit peu. Et donc, on paye ce passage par le réseau. Et on paye aussi toutes les taxes et contributions qui sont afférentes au monde de l'énergie classique. Et donc, le seul moyen de faire des économies, on en fait un petit peu sur le tarif de transport, le tarif de distribution. L'autre moyen de faire des économies, c'est effectivement de fournir cette énergie gratuitement. Alors, l'énergie n'est pas gratuite, par contre, ça veut dire qu'on a trouvé un autre moyen pour payer la centrale solaire, par exemple. Ça fait réagir vos voisins en face. Alors, on commence par vous, Thomas Damé. Oui, et si juste je peux compléter, c'est vrai que là, on parle à un instant T et que le modèle économique est difficile à trouver à un instant T. Mais sans avoir de boule de cristal, on pense quand même que dans l'avenir, les installations vont continuer, le
prix des installations vont continuer à baisser, et puis que le tarif d'électricité va sûrement continuer à augmenter, et qu'il y aura un point d'équilibre. Et si on expérimente aujourd'hui, on sera prêt pour demain. Didier Lafaille. Donc vous indiquez qu'on continue à utiliser le le réseau, lorsqu'on est dans une opération d'autoconsommation collective. C'est exact. Mais il faut savoir que la CRE, d'ailleurs à la demande de la loi, a mis en place un tarif qui accompagne aujourd'hui l'autoconsommation collective, qui est moins cher que le tarif, on va dire, standard. C'est-à-dire qu'on a estimé que lorsqu'on est dans une opération d'autoconsommation collective, les flux restent uniquement au niveau local. Ce ne sont pas des flux qui viennent des niveaux de tension supérieurs, c'est-à-dire des grosses centrales de production raccordées au réseau de transport, et ça redescend jusqu'au consommateur. On reste que sur des flux locaux. Et dans ce cas-là, on fait des économies de réseau et on a un tarif d'utilisation, un TURB, qui est moins cher. Question et qui est optionnel, je rappelle. Alors, il n'est pas moins cher dans tous les cas. En fait, on a analysé ces tarifs de réseau. Alors, c'est parti. Il n'est pas moins cher, mais il est incitatif. Il est incitatif à quoi? Il est incitatif à consommer au moment où j'ai la production. Voilà. Vous évoquiez le fait d'offrir le kilowattheure solaire, mais si je rejoins ce que disait tout à l'heure Didier Lafaille, pour un locataire, le kilowattheure solaire, s'il n'est pas dans son logement pendant les heures de journée, quel intérêt? Alors, déjà, effectivement, je ne serais pas aussi catégorique sur l'inutilité du solaire en logement. Le solaire, ça ne produit pas qu'à midi. Il y a des gens qui sont chez eux le midi, par exemple. Il y a des gens qui sont capables de décaler des usages le midi. Et le solaire, ça produit des quais du soleil. Donc le soleil, en été, se lève à 6 heures et se couche à 22 heures. Alors la puissance à 6 heures du matin n'est pas celle à 14 heures, effectivement, mais ça produit quand même. Ensuite, effectivement, on peut profiter de cette mixité énergétique. Quand on est en milieu urbain, c'est assez facile de trouver des consommateurs qui viennent compléter éventuellement le manque d'énergie ou le manque de consommation à un moment donné. Il y aurait juste un petit frein législatif à lever pour ça, c'est d'augmenter le périmètre de ces opérations, qui pour l'instant, dans certains cas, ne permettent pas de réunir assez de consommateurs qui auraient le bon profil pour s'associer. En milieu urbain, on y arrive à peu près. Sur des zones d'activité, des zones tertiaires, par exemple, on a plus de mal parce que ce sont des plus gros consommateurs, des bâtiments qui sont un peu plus distants les uns des autres. Et on arrive à réunir des fois que quelques bâtiments et ça ne permet pas une mixité énergétique ou une mixité des consommations suffisante. Avant de passer aux 2 tweets qui suivent, ou 2 ou 3 tweets, je ne sais pas, Régis Contreau. Moi, ce que je note aussi dans ces opérations, c'est qu'on est en train aussi un peu de sortir ces logiques d'ingénieurs purement techniques ou purement économiques, quoi. C'est qu'il y a un côté finalement très citoyen dans cette affaire-là. On verra dans le reportage d'après. Les gens s'impliquent, commencent à regarder comment elle est produite, l'énergie, comment elle est produite localement, et du coup comment mieux consommer pour adapter ses besoins. Et c'est ça aussi qui est passionnant finalement dans cette logique-là, c'est qu'on va parler à des personnes différentes. Et du coup, certains bureaux d'études, je sais qu'Albedo le fait, font intervenir des sociologues pour justement voir comment faire en sorte que les gens s'approprient mieux cette production locale d'énergie. Mais avant de s'approprier cette production, il faut d'abord comprendre la façon dont je consomme. Et je crois aujourd'hui la nouveauté, c'est l'arrivée de ces compteurs évolués, communicants, intelligents, notamment le compteur Linky pour Enedis, c'est que ça permet, et notamment le jour où je veux développer une opération d'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective, de savoir la façon dont je consomme pour regarder si j'ai la possibilité de modifier mon usage que j'en fais de cette énergie et voire de déplacer de la consommation au moment où je produis. Et puis en plus, le premier pas, c'est quand même la sobriété, on ne le dira jamais assez. Sobriété énergétique d'abord, déjà essayer de consommer moins et de manière plus efficace, et après produire de mieux en mieux. En termes de sobriété, justement, il me reste peu de temps, donc j'aimerais qu'on le conserve pour répondre aux tweets qui suivent, que je vais découvrir en même temps que vous. Philippe Pro vous demande sur quel poste doit-on prioriser l'autoconsommation d'électricité, chauffage, ECS, éclairage, usage spécifique, stockage, tant d'un point de vue facture énergétique que de réduction carbone. Uniquement au moment de la pointe du soir à 19h. Plus sérieusement? Et si, c'est là où ça coûte le plus cher. Regardez les tarifs d'électricité demi-heure par demi-heure, vous allez voir que là où ça nous coûte plus cher, à nous tous, c'est à la pointe de 19h. Donc, s'il faut mettre en place des opérations d'autoconsommation, c'est à 19h. Donc, avoir du photovoltaïque à 19h, c'est très bien. On peut aussi en avoir en plein milieu de journée, parce que ce qu'on voit arriver aussi, c'est une nouvelle pointe. Alors, peut-être pas encore en France, mais dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, c'est la pointe l'été, en milieu de journée, qui est liée à la climatisation. En route. Oui, on sait que le climat se réchauffe, on sait que les besoins de climatisation des bâtiments, ils augmentent. Et, ce qui ne plaît pas à votre voisin de droite. Donc un des moyens, en tout cas, je pense que pour le réseau, ça va devenir problématique aussi. Pour l'instant, en France, on est très électrosensible sur le chauffage, mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos voisins.
Et donc, des fois, c'est ce pic-là, l'été, le midi, qui devient problématique pour le réseau. Donc, le photovoltaïque est aussi une réponse à ça. On a tendance effectivement à pousser plutôt la conception bioclimatique. Merci Jérôme. Et puis pour répondre peut-être à la question, ce qu'on a tendance à dire nous aussi, c'est qu'il faut essayer de prioriser l'autoconsommation sur les usages spécifiques de l'électricité, ceux qui sont très coûteux, qui ont vraiment besoin de l'électricité pour pouvoir être produite, parce que sur les usages plutôt chaleur, il y a d'autres vecteurs énergétiques qui peuvent remplir le besoin. N'utilisons pas le photovoltaïque pour faire de la chaleur. Utilisons du solaire thermique. Tout à fait. Autre question sur le hashtag débat Cegibat. Géraldine vous demande quel impact de l'autoconsommation sur le dimensionnement des équipements. On l'a un tout petit peu évoqué il y a quelques instants avec Benjamin Saint-Calapierre, si on peut revenir sur la question. Je ne sais pas de quel équipement on parle, mais l'impact n'est pas forcément problématique. En fait, on va partir du bâtiment, on va partir des besoins de consommation, après avoir fait du bioclimatisme, après avoir bien choisi ses équipements. Et c'est juste qu'on va mesurer ou simuler les consommations électriques auxquelles on s'attend et chercher en face quelle va être la meilleure production. Alors peut-être cogénération, peut-être photovoltaïque, peut-être autre source de production renouvelable. Et une fois qu'on a choisi ou qu'on fait un mix, on va dimensionner l'installation de production en fonction des équipements sur place et des consommations qu'on attend. En autoconsommation collective, il ne faut pas oublier, on en a parlé un petit peu, mais de travailler sur ces clés de répartition, parce que chaque consommateur individuel dans l'opération ne pourra consommer ou autoconsommer qu'à hauteur de ses consommations. Ça paraît assez naturel, mais ça veut dire que si on produit à un moment où il ne consomme pas, il ne pourra pas en bénéficier. Allons plus loin que l'autoconsommation et je vous propose de traverser la France d'est en ouest puisque nous allons aller dans les Pyrénées, à Prats de Moyo, un village des Pyrénées donc qui vise plus que l'autoconsommation, c'est l'autonomie. Prats de Moyo concentre toutes ses énergies dans un seul but, être autonome. Ce village catalan de 1000 habitants veut devenir maître de son approvisionnement. Principale raison, la hausse du prix du transport de l'électricité qui alimente la régie municipale. Ces 10 dernières années, la facture a été multipliée par 5. Seule solution, diversifier les sources de production et s'appuyer sur les ressources locales pour alléger la note. Pour nous, le mix énergétique à Prats, il s'est imposé de lui-même au vu du relief et de la nature que l'on avait sur le village. C'est-à-dire on a du soleil, on a la rivière, on a la montagne, on a des agriculteurs et on a des citoyens. Notre but, ce n'était pas de créer de grosses productions, c'était de créer de petites productions avec un double emploi à chaque fois. Prats de Moyo dispose d'une particularité, une régie électrique municipale. Un statut qui offre une autonomie dans les choix de production d'énergie renouvelable, d'approvisionnement et de gestion de réseau. On avait déjà une centrale hydraulique, mais aussi on avait la possibilité de construire des hangars pour nos agriculteurs en photovoltaïque. Et en discutant, en amenant la discussion avec les agriculteurs, on a dit pourquoi pas créer une méthanisation. Donc c'est venu au fil de l'eau. Pour soutenir sa transition énergétique, la commune s'est dotée d'une société d'économie mixte codétenue par la mairie, la régie et un collectif de citoyens dont 10% des habitants sont adhérents. Fin 2019, Prats ENR répondra à 40% des besoins annuels via sa centrale hydraulique déjà en activité et des toitures photovoltaïques communales. À chaque production sa filiale, avec l'hydraulique, l'énergie photovoltaïque et la méthanisation. Objectif en 2022, couvrir 100% des besoins. Les citoyens sont engagés et ont un rôle central en tant qu'investisseurs ou acteurs. C'est notamment le cas des agriculteurs, sans lesquels la construction d'une dizaine de hangars avec toiture photovoltaïque ne pourrait se faire. Pour nous, la possibilité de poser les panneaux solaires sur les bâtiments, c'est déjà une garantie un peu financière pour l'équilibre de notre structure. Et ensuite, c'est vrai que produire de l'énergie, aujourd'hui, on sait que l'énergie va augmenter à tous les niveaux, notamment l'électricité. Pour la commune, c'est un plus, quoi. Et nous, on est habitants de cette commune, on y paye des impôts. Et pour nous, c'est un peu comme un devoir, et même un droit de pouvoir participer à ce projet, quoi. Prats de Moyo devra fournir 6,7 GWh pour couvrir l'équivalent de sa consommation annuelle. Afin de pallier aux variations de production, la régie souhaite proposer un tarif dynamique de l'électricité favorisant l'autoconsommation. Elle expérimente aussi des moyens technologiques indiquant la production pour que les habitants adaptent au mieux leur consommation. Dans cette démarche, positionnant la donnée au cœur de la question énergétique, Prats est accompagné par un collectif de chercheurs.
En termes de méthodologie, on a mis en œuvre ce qu'on appelle une expédition de données, qui consiste en fait à être en observation vraiment empirique de tous les moyens de collecte de l'information énergétique sur la consommation d'un côté et sur la production de l'autre. On a cherché à comprendre ce qu'on peut appeler le cycle de vie de la donnée, c'est-à-dire comment depuis effectivement un compteur, on est capable de récupérer une information actuelle telle qu'elle, sans modification chez l'habitant, et comment in fine elle apparaît dans un tableau de bord et elle est conservée. Les données récoltées et l'architecture du système d'information sont en open data. Elles peuvent constituer une première base d'études pour une commune qui souhaiterait reproduire le modèle sur son territoire. Ce village aux traditions millénaires est bien parti pour devenir un territoire d'excellence, pilote et innovant en matière de transition énergétique. Bonsoir, Anaïs Guéry, vous prenez la place de notre logis, donc de Thomas Damet. Vous êtes doctorante sur le sujet en droit constitutionnel comparé entre la France et l'Allemagne, portant spécifiquement sur la gouvernance de l'énergie dans ces deux pays. Vous avez été aussi assistante parlementaire au Parlement fédéral allemand en 2011. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans votre thèse que vous êtes en train de peaufiner ? Merci beaucoup en tout cas de me poser la question. Moi j'aimerais remercier l'équipe CEGIBAT et l'ensemble des participants de ce plateau d'accueillir quelqu'un qui vient du monde de la recherche et des sciences sociales pour parler un petit peu d'énergie. Dans ma thèse, on va y trouver une histoire constitutionnelle comparée de la gouvernance de l'énergie. Ça veut dire que depuis que les réseaux sont apparus dans les centres-villes, à peu près 1820 pour le gaz et puis un peu plus tard pour l'électricité, j'ai retracé en fait l'histoire du pouvoir énergétique, comment il s'est articulé, comment il est passé d'entre les mains des entrepreneurs privés, ensuite des collectivités territoriales, puis de l'État, avant d'être un petit peu disloqué et réparti, surtout par la législation suscitée par l'Union européenne, jusqu'à me poser aujourd'hui la question de savoir dans quelle mesure est-ce que le réchauffement climatique et la transition énergétique qui est suscitée aujourd'hui demandent de revoir l'organisation du système énergétique et en quoi est-ce que cette réorganisation de système technique pourrait poser aussi une question un peu plus juridique et comment est-ce que le droit constitutionnel pourrait accompagner cette autre organisation des techniques. Alors, en quoi est-ce que ça pose une petite question sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement sur la décentralisation du système énergétique. Monsieur Cointreau a soulevé le sujet tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une question qui peut être, au-delà des questions énergétiques, techniques qui nous occupent, est-ce qu'il n'y a pas une petite question politique là-bas de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir changer les comportements, changer les modes de consommation, changer les modes de production, et dans quelle mesure est-ce que les gens s'impliquent dedans. Votre voisin attend cette thèse avec impatience. Mais moi, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, avoir votre lecture de ce sujet, parce qu'on a pu avoir des discussions qui vont vraiment se retrouver aussi dans ma thèse. Brièvement sur la comparaison, puisque vous avez cette expérience outre-Rhin et l'expérience française, est-ce que le mot autonomie est partagé de la même façon d'un côté du Rhin comme de l'autre? Merci beaucoup de poser la question. Non, parce que dans la culture allemande, l'autonomie est quelque chose qui a accompagné le développement de l'état de droit, le développement de la participation du citoyen à la décision collective. Et c'est vrai que dans un système un peu plus parlementaire, un peu plus décentralisé, dans un système fédéral, le citoyen est plus intégré à la prise de décision qu'il ne l'est actuellement dans le schéma de la Ve République française. Dans ces cas-là, l'autonomie politique étant plus développée, comme par hasard, l'autonomie énergétique a l'air de l'être davantage également. Sur le fait d'évoquer aujourd'hui l'autoconsommation collective, d'avoir ce sujet à Pras Desmoyaux sur l'autonomie, quelle est votre vision, vous, avec tout ce que vous avez prévu d'écrire dans votre thèse? Vers quoi va-t-on en France? En France? Ah oui. Dans le cadre de quoi? De l'organisation? Est-ce que ça va se développer, à votre avis, de manière fulgurante? Est-ce que ça va être beaucoup plus calme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos études et vos recherches? Moi, en tant que, là pour le coup, juriste, je ne sais pas si je peux faire vraiment de la prospective économique et technique. Je pense que c'est à chacun de là, voir un peu sa lecture. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si on veut fonctionner autrement, quelque part, il va falloir aussi faire en sorte que politiquement et juridiquement, ce qui s'accompagne, on ait une manière de gérer les problèmes politiques et gérer les problèmes sociaux qui soit plus décentralisée.
Et dans un système qui est très centralisé tel que le nôtre, qui est aussi tributaire d'une certaine conception de l'exercice du pouvoir, forcément on le retrouve dans un côté, dans l'aspect technique, quelque part. Didier Lafaye, je vous ai vu beaucoup réagir aux propos de votre jeune voisine. Qu'est-ce qui vous fait réagir tant ? Ça fait un peu peur. Est-ce que c'est vraiment le modèle allemand qui doit supplanter le modèle français ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un modèle qui est centralisé avec un gestionnaire de réseau de transport. Il faut rappeler qu'il y en a 4 en Allemagne, avec un gestionnaire de réseau de distribution qui fait 95% du territoire. Il y en a combien ? 800 en Allemagne. Avec une solidarité territoriale nationale grâce à ces réseaux qui ont été dimensionnés après-guerre. Est-ce qu'il faut sortir de cette solidarité nationale pour aller vers des micro-réseaux, ce qu'on peut appeler des micro-grids, où chaque territoire est autonome et isolé, déconnecté, j'entends de temps en temps, de ce grand réseau national qui a apporté, depuis l'après-guerre, la solidarité nationale ? Je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment un changement de modèle ? Est-ce qu'il faut vraiment changer de modèle demain et reprendre le modèle de l'Allemagne ou quelque chose qui se rapproche de l'Allemagne ? J'en suis pas sûr. La solidarité nationale, c'est important. C'est important parce que s'il n'y a plus de cette solidarité, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura plus de précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est un coût. Donc, est-ce qu'on veut vraiment aller vers la décentralisation et, en parallèle, augmenter la précarité énergétique ? Ou est-ce qu'il faut continuer dans ce modèle intégré, généralisé, qui apporte cette solidarité nationale ? Votre vision, c'est donc on conserve les réseaux, on ne se déconnecte pas, autonomie, on y reviendra sans doute avec Régis Controt, n'est pas totale autarcie. Oui, tout à fait. Autonomie ne veut pas dire déconnexion du réseau. Moi, l'opération d'autoconsommation collective en utilisant le réseau public me convient très très bien. On continue d'utiliser ce réseau, on continue à financer ce réseau, on continue à financer tous les dispositifs de soutien. La CTA, les taxes locales d'équipement, la CSPE, voilà, c'est ça la solidarité nationale. C'est-à-dire que si on utilise moins le réseau, c'est aussi une perte sèche pour celui qui le gère aujourd'hui. Ça réinterroge. Ça chiffre en milliards d'euros. Tout à fait. Ça réinterroge les modèles de tarification pour développer les réseaux, mais aussi pour soutenir les dispositifs tels que la CSPE, qui vont soutenir les énergies renouvelables, la péréquation tarifaire dans les zones insulaires, etc. C'est ça qu'il faut réinterroger. C'est bien ce modèle qu'il faut remettre sur la table pour savoir comment il faut y aller. Alors, il faut peut-être y aller, mais il faudra y aller progressivement et que ça soit acceptable. C'est ça la difficulté. Benjamin Sac-à-la-Pierre, sur le sujet, autonomie n'est pas autarcie. Vous venez de Chambéry ou pas très loin. À l'époque, quand on évoquait l'autarcie, c'était pour des refuges de haute montagne qui étaient très loin de tous les réseaux. Mais ça n'est pas ce que vous visez. C'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, là, on parle même de sites isolés. Enfin, c'est quand on est vraiment très loin des réseaux et qu'effectivement, on ne conçoit pas de porter un réseau jusque là-bas. Mais quand j'entends autonomie, pour moi, je ne pense pas du tout autarcie. Pour moi, c'est juste la volonté des territoires, et on le voit de plus en plus, de profiter des sources d'énergie locales renouvelables et de trouver un moyen de les développer. Quand on dit autonomie, c'est qu'on fait encore ce lien avec les besoins locaux, donc c'est plutôt, on va dire, bénéfique pour le réseau, puisqu'on ne va pas mettre en place des moyens de production qui vont excéder les besoins finalement. Donc c'est prendre en compte la corrélation dynamique. C'est-à-dire à chaque instant voir quelles sont les consommations et que peut-on mettre en face comme moyen de production. Pardon de vous couper, d'où l'importance de traiter la donnée. On est au cœur du sujet, c'est de savoir véritablement ce dont on a besoin. Oui, exactement. Enfin, le réseau électrique, en tout cas, il ne tient que dynamiquement. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il faut qu'il y ait de la production équivalente à la consommation. Et du coup, cette histoire d'autonomie, c'est vraiment pas l'autarcie. La production locale aura plutôt tendance à intéresser le réseau, en tout cas à éviter éventuellement des renforcements là où il y en a besoin. Il y a certaines zones en France, on parlait de Nice tout à l'heure, où on se pose la question aujourd'hui de tirer une ligne haute tension pour secourir Nice si jamais la ligne principale tombe. Donc on peut se dire que la production locale et un peu de flexibilité, de pilotage, en tout cas être un peu plus fin sur les consommations, permettra d'apporter un peu de résilience au réseau et puis d'éviter que les gens soient coupés du réseau en cas d'incident quelconque. Et puis, ce que je voulais dire, c'est il n'y a pas de raison de se déconnecter du réseau finalement, parce que le réseau, il va amener le foisonnement et il va permettre à tous les kilowattheures locaux de trouver un débouché pas très loin, de trouver un consommateur. Régis Controt, sur le sujet, autonomie n'est pas autarcie, vous êtes clairement d'accord ?
Ah bah oui, bien sûr. Hein. Enfin, et le truc, c'est que le mot autonomie, en fait, c'est un mot un peu ancien qui vient un peu de la psychologie, ainsi que la résilience et la résistance à des chocs extérieurs. Pour nous, derrière l'autonomie, c'est simplement pouvoir produire, enfin, mieux s'adapter aux ressources locales. Ce projet-là, il est magnifique parce qu'on est dans une zone, la Place des Moyaux. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, de rencontrer toutes ces. On n'a pas pu montrer tout le monde, mais vraiment, on a rencontré plein de gens qui sont très sympathiques, très impliqués. Et il y a besoin du réseau. Alors, il se trouve qu'ils ont leur propre régie et c'est un modèle un peu particulier de vente et avec un tarif dynamique qui encourage l'autoconsommation. Mais oui, le réseau, il est présent. Et il y a vraiment un aspect citoyenneté qui est important. Et c'est important d'arriver à allier, de ne pas opposer les enjeux climatiques et sociaux, mais vraiment de les emmener dans le même bateau. Avant de se quitter, il y a encore des questions tweet, mais je voudrais vous poser moi une question qui était celle du début, production locale d'électricité, autoconsommation ou vente. Vers quel modèle va-t-on s'orienter, à moyen terme ou à long terme? Didier Lafaille, pour terminer ce tour de table, à votre avis, on va vers quoi? Surtout pas vers le communautarisme énergétique. C'est certainement pas ce qu'il faut faire. On ira certainement vers ce qu'on appelle les communautés énergétiques citoyennes. C'est-à-dire que les citoyens vont se regrouper. Vous êtes réconcilié avec votre voisine? Oui, mais on est plus sur des échanges d'énergie. C'est-à-dire que moi, je me vois bien demain producteur, et si j'ai un surplus, l'offrir à une personne qui est en situation de précarité énergétique. C'est ça mon modèle. C'est pas de se dire j'ai un modèle financier et je veux faire des économies, je veux moins contribuer à la solidarité nationale. Mais pourquoi pas ce surplus de production, je ne pourrais pas l'offrir à quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique. Aujourd'hui, toutes les règles qui ont été mises en place ne le permettent pas. Il faut une PMO, il faut qu'on soit situés tous en aval d'un même poste de distribution, acheter ABT. Pourquoi demain, je ne peux pas offrir à quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique? Donc pour moi, les communautés énergétiques citoyennes, c'est ça, c'est de pouvoir s'échanger entre nous de l'énergie. Anaïs Guéry, autoconsommation ou vente, vous êtes clairement sur l'autoconsommation. Oui, moi je pense que ça fait partie des modèles en tout cas à encourager, mais il n'y a pas que l'autoconsommation, il y a un modèle de gestion de l'énergie et de l'énergie à comprendre d'ailleurs au sens large à revoir. Et moi, je ne suis pas du tout effrayée. Je pense que justement ce qui fait peur, c'est le fait de s'enfermer dans des mythes qui ont eu une légitimité à un moment donné. La solidarité nationale, c'était un concept très très fort en 1946. Nous sommes aujourd'hui en 2019 avec un réchauffement climatique contre lequel il faut lutter, et des disponibilités des ressources naturelles de plus en plus remises en question. Et il n'y a pas que l'énergie. Donc je pense que là, c'est important de réatterrir et de s'ancrer sur les territoires sans s'enfermer dans le communautarisme, bien évidemment, de s'inspirer des modèles que l'on peut observer sans vouloir se faire envahir non plus par leurs idées, mais on peut très bien aller voir qu'est-ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, pour voir quels sont les modèles de gestion qui sont à l'œuvre. Et comme par hasard, on tombe sur des modèles de démocratie aussi un petit peu différents. Je pense que là, il faut avoir le courage des idées et le courage de revoir un petit peu nos règles. Voilà. Benjamin Sacquin-Lapierre, pour terminer ce tour de table sur la question, alors autoconsommation ou revente? Oui. En fait, aujourd'hui, il y a une frontière, mais qui est plus une frontière un peu réglementaire, législative et puis économique. Mais finalement, vendre d'énergie, on la vend à qui? On la vend à un fournisseur qui va la revendre, lui, à quelqu'un ailleurs en France. Autoconsommation, c'est à peu près la même chose, un producteur qui va vendre de l'énergie ou la fournir ou l'offrir, comme on disait tout à l'heure, mais localement. Donc finalement, on va s'acheminer vers ce mode d'autoconsommation qui pourra s'appeler aussi un mode de vente locale. Enfin, on pourra trouver des autres noms de partage, d'échange. Donc pour moi, le truc intéressant, c'est que c'est un modèle, l'autoconsommation, qui est énergétiquement plus intelligent puisqu'on prend en compte vraiment les besoins. Hashtag débat au pluriel CJBAT pour récupérer vos questions avant de conclure. Alors on en a normalement au moins un, d'après mes informations en régie, c'est Jacques Delapille 1 qui vous la pose. Pourquoi l'autoconsommation n'est-elle pas plus subventionnée? À qui je pose la question? Ça a été présenté par Régis au début de notre débat. Il y a des dispositifs de soutien, des dispositifs qu'on appelle de soutien direct. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est au ministre en charge de l'énergie de le décider. Pour terminer ce débat, je vous remercie évidemment, mesdames et messieurs, et d'abord la parole à Régis Contreau qui a pris une multitude de notes pour conclure ce débat donc, sur l'autoconsommation collective.
Je voulais juste préciser ce que je vois un tweet de Daisy qui nous dit que Daisy est au sens propre un programme de recherche qui interroge la gouvernance de l'énergie en bien commun et qu'ils agissent plus pour l'expérimentation de régies de données, donc pour bien préciser. Alors, j'espère que nos auditeurs auront aimé cette émission. On a parlé beaucoup peut-être même des téléspectateurs, puisque nous sommes à la télévision. On n'est plus à la radio, c'est vrai que c'est plus le temps de l'ORTF, c'est vrai. On a beaucoup parlé d'autoconsommation, en fait, finalement, et pas énormément de ventes. Et donc, moi, l'impression que me donne ce débat, c'est que sur des dispositifs un peu classiques, bah oui, on va encore les connaître un peu, et que petit à petit, l'autoconsommation va se développer. Je reprendrai les mots de Didier Lafaille. C'est le début de l'histoire. C'est un dispositif ouvert, et ça va être amené à se développer. Est-ce que ça va s'imposer et complètement remplacer ? On verra. Ce que je retiens aussi, c'est le côté circuit court, impliquer de plus en plus les usagers, que ce sont des charges maîtrisées pour l'ensemble des acteurs, c'est ce que disait Thomas Damet, mais que ce sont des opérations qui ne sont pas encore tout à fait rentables, l'autoconsommation collective, et qu'on est sur des leviers différents. Ça va évoluer dans le temps. Je dirais également qu'on voit l'importance de l'accompagnement des bureaux d'études. Ça, c'était Benjamin qui le disait, via l'autoconsommation dans le label, la complémentarité des usages photovoltaïques et cogénération, via les clés de répartition qu'il va falloir définir. Et puis enfin, ça pose la question de l'évolution du système énergétique. Est-ce qu'on va vers l'autonomie ? On a tout ça caissé quand on a dit qu'on allait vers plus de partage. Et que ce qui était important, c'était les enjeux climatiques, mais aussi la solidarité. Les solidarités nationales. Et voilà, ça nous promet plein de projets super intéressants. Et plein de débats. Et plein de débats. Merci en tous les cas d'avoir accepté l'invitation de CJBAT pour participer à ce débat. Merci également à celles et ceux qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube de CJBAT et à celles et ceux qui ont posé les questions Twitter. À ce sujet, je précise que toutes les questions, y compris celles qui ne sont pas passées, elles sont nombreuses à l'antenne par manque de temps, et bien seront traitées sous 15 jours. Il y aura également une note de synthèse qui fera part des meilleurs morceaux de ce débat sur le site CJBAT également sous une quinzaine de jours. Je remercie aussi les équipes de Barthélémy Vaudon qui a mis tout cela en images et celles et ceux qui m'ont aidé à préparer le contenu de ce débat, notamment Mylène Biazi et Régis Contreau. Merci de votre attention. Bonsoir. Merci.